Bienvenue dans le podcast La table des experts par l'agence d'attractivité des métiers. Aujourd'hui, j'ai testé le métier de conseiller emploi avec Cyril de France Travail. On va lui poser plein de questions pour aller plus loin dans le métier. Et on va commencer par la partie formation. Cyril, quelle est la formation pour devenir conseiller emploi ? Alors pour être conseiller emploi à France Travail, il n'y a pas de condition de diplôme. Par contre, il existe une formation qui s'appelle le titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle et qui apporte toutes les techniques pour pouvoir aborder ce métier et les connaissances du métier de conseiller en insertion professionnelle, autrement appelé conseiller emploi ici à France Travail. Du coup, pour faire ton métier de conseiller emploi, est-ce que c'est vraiment obligatoire d'avoir ce titre de conseiller insertion professionnelle ? Alors non. Non, à France Travail, non, ni même dans les missions locales, tout ça. Cette formation, ce titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle, c'est un plus pour outiller les personnes qui souhaitent devenir conseiller en insertion professionnelle. Donc, on va se baser sur quoi, du coup, pour recruter un conseiller emploi ? La personne, ses aptitudes, son savoir-être, et après, tout ce qui est bagage technique, on est formé pour. Il y a un campus au niveau de France Travail et on est formé aussi tout au long de notre carrière à France Travail. Si on reprend la formation conseiller insertion professionnelle, ça dure combien de temps ? Alors, on est sur du 8 mois avec à la fin un diplôme qui est l'équivalent d'un bac+2. Et ça coûte combien de se former à ça ? Alors ça dépend, il y a des formations qui sont prises en charge par la région. Dans ces cas-là, à la personne qui se fait former, ça ne coûte rien. Ça veut dire que c'est la région qui prend en charge le coût de formation. Après, si on est sur un organisme de formation qui n'est pas financé par la région, c'est un coût. Au sein de France Travail, tu m'as parlé de formation en interne. Est-ce qu'on peut se former en étant partout en France ? Oui. Peu importe à quelle agence vous êtes mis au niveau de France Travail, il y a des campus un peu partout en France. Et si jamais j'ai envie de me former chez moi, est-ce que c'est possible ? Alors oui, de toute façon, toutes les formations ne se font pas en présentiel comme on dit. On a énormément de formations aussi qui se font en distanciel via du e-learning. Et donc on a ce qu'on appelle une e-université, c'est-à-dire une université dématérialisée où on retrouve différentes formations que l'on peut faire au cours de l'année. On va parler de la mixité homme-femme. Est-ce que c'est un métier, conseiller emploi, qui est majoritairement exercé par des femmes ou par des hommes ? Est-ce qu'il y a une dominance ? Oui, quand même. Il y a une majorité de profils féminins au sein de France Travail. Mais après, au sein des agences, on retrouve aussi bien des hommes que des femmes. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est un métier qui est pratiqué par des femmes. Si c'est un métier dominante féminine, est-ce que c'est dur pour un homme de se faire une place dans ce métier ? Non, c'est juste qu'on tombe sur des profils essentiellement féminins au niveau de nos agences, mais non, il y a aucun souci pour un homme de se faire une place dans ce milieu au niveau de France Travail. Donc en quelque sorte, on peut dire que c'est assez mixte. Oui, c'est complètement mixte. C'est juste que si vous me demandez la proportion homme-femme, il y a plus de femmes qui exercent que d'hommes, mais tout le monde est en capacité d'exercer ce métier, qu'on soit un homme ou une femme. Est-ce discriminant dans ce métier d'être un homme ? Non, c'est pas discriminant. Même de la part de nos collègues féminines, on ne subit pas de discrimination. On va parler accessibilité aux toilettes. Est-ce que dans ce métier de conseiller emploi, tu as un accès facile aux toilettes ? Oui, on a des toilettes pour les hommes, pour les femmes, facilement accessibles et accessibles aux personnes à mobilité réduite. Est-ce que le métier conseiller emploi a un équivalent féminin pour son intitulé ? Conseillère emploi ? Dernière question sur cette thématique, on va parler charge mentale, vie de famille. Est-ce qu'en étant conseiller emploi, on arrive à avoir à côté une vie de famille, une vie personnelle ? Ah oui, c'est conciliable. Nous ici, on a les accords d'entreprise qui font que on peut totalement organiser sa vie professionnelle et sa vie privée sans aucun souci. D'ailleurs, l'équilibre vie pro, vie perso, c'est une valeur très importante pour France Travail. On va parler différence entre salariat et indépendant. Est-ce que le métier de conseiller emploi est exercé exclusivement en salariat ou est-ce qu'on peut être également indépendant ? Au sein de France Travail, il est exclusivement fait en salariat. Après, oui, il existe des conseillers emploi indépendants, mais qui ne sont pas au niveau de France Travail. En termes de type de contrat de travail, c'est plutôt du CDI, du CDD, du contrat stable ou plutôt de l'intérim du vacataire ? Quand on démarre toujours en CDD. En général, on est sur un CDD de 6 mois. Après, on voit s'il y a un renouvellement de CDD ou si on bascule en CDI ou si l'aventure s'arrête là. Donc en conclusion de cette partie, clairement, c'est souvent en salariat, il n'y a quasiment jamais d'indépendant en fait. Oui, c'est ça, on est sur du salariat. Est-ce que c'est facile de trouver un emploi ? Donc oui, c'est facile de trouver un emploi. Alors nous, on a francetravail.org pour pouvoir postuler chez nous et qui présente toutes les offres d'emploi qui sont possibles sur le territoire au niveau de France Travail. On va parler maintenant junior versus senior dans la profession. Est-ce qu'en tant que jeune qui démarre dans la profession, donc c'est-à-dire petit nouveau dans la profession,
c'est difficile de se faire une place en conseiller d'emploi? Non, c'est pas difficile. Après, c'est vrai qu'on s'appuie énormément sur l'expérience de ceux que vous appelez les seniors. Mais non, c'est un travail qui est très collectif. Donc les juniors apportent de la fraîcheur, des fois des nouvelles techniques. Donc on est toujours en échange de pratiques. Donc non, c'est pas difficile de se faire une place. Donc vous êtes facilement aussi pris sous l'aile par les seniors les plus expérimentés? Oui, c'est ça. On est toujours dans le partage. Les outils, des cas pratiques, des difficultés qu'on peut rencontrer, c'est toujours un échange de pratiques entre juniors et seniors. Et on s'apporte mutuellement les uns aux autres. Et même au-delà de junior et senior, ça fait partie des valeurs de l'entreprise, justement, le collectif. Oui, le collectif, le travail en équipe, c'est notre base. Alors même si c'est vrai qu'on a une représentation d'être seul derrière un bureau face à un seul demandeur, en fait non, c'est un travail d'équipe permanent. On fait même des réunions d'équipe où on fait comme je disais tout à l'heure, de l'échange de pratiques. C'est très important pour nous, pour qu'on puisse tous monter en compétences et pouvoir répondre à un maximum de situations. Du coup, quand tu arrives dans l'entreprise, t'es pas lâché dans la cage aux fauves comme ça, tu t'es accompagné. Oui, il y a tout un plan de formation qui est mis en place, donc déjà pour qu'on puisse s'approprier les outils de France Travail. Et aussi, on a un tutorat, donc c'est-à-dire une personne qui est référente et qui nous suit tout au long de notre parcours, qui fait des points réguliers et avec qui on peut échanger facilement. Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution après le métier de conseiller emploi chez France Travail? Oui, alors déjà parce qu'à France Travail, il y a énormément de métiers. Il y a les conseillers à l'emploi, il y a aussi toute une partie sur l'indemnisation, les allocations, donc on peut aussi partir dans ce domaine-là. Et après, les évolutions proprement internes, si je prends le fil dans une agence, après conseiller emploi, on peut aussi évoluer comme responsable d'équipe, puis directeur adjoint, puis directeur d'agence. Donc oui, il y a vraiment des perspectives d'évolution. Au-delà des évolutions hiérarchiques, elles sont aussi au niveau des activités. Comme on a beaucoup d'activités qui sont proposées, ça nous permet de nous épanouir aussi professionnellement et de pouvoir faire des changements dans notre carrière si on le souhaite, en restant au sein de France Travail. Maintenant, on va parler senior, mais senior, personne plus avancée dans la fleur de l'âge. Est-ce qu'en tant que senior, donc personne plus âgée, on peut se reconvertir et devenir conseiller emploi chez France Travail? Bien sûr, parce qu'en fait, faut savoir que nous, à France Travail, on a tous des profils, on vient d'univers différents. Et justement, c'est ce qui fait la force d'un conseiller chez France Travail, c'est son vécu en amont, qui fait que quand on fait face à certaines situations, là j'ai en tête une collègue qui avant avait son entreprise, c'est plus facile pour elle de répondre à ce genre de questions sur quelqu'un qui avait son entreprise. Comme on vient avec notre vécu, c'est oui, on peut se reconvertir quand on est senior en tant que conseiller emploi. Effectivement, le vécu et l'expérience, c'est important. Et du coup, c'est pas un métier qui est trop usant, on va dire, pour une personne qui est un petit peu plus avancée dans la fleur de l'âge. C'est pas une question d'âge, c'est un métier qui est prenant. Tout âge, on peut exercer notre métier si on est curieux, qu'on a envie d'apprendre et d'accompagner les personnes dans leurs projets. On va parler RSE, donc respect de l'environnement, de la planète, du bien-être, du collaborateur et autres. Est-ce que le métier de conseiller emploi est un métier respectueux pour l'environnement? Oui, alors déjà, on a énormément de choses qui se font de manière dématérialisée. Donc par exemple, on utilise de moins en moins de papier. Pour tout ce qui est déplacement, si on se déplace sur un forum, si on est plusieurs, par exemple, on va privilégier le covoiturage. Donc oui, c'est un métier qui est RSE, on fait très attention à l'environnement. Est-ce qu'en interne, vous avez aussi des objectifs RSE? Oui, déjà on a des objectifs de formation. On a des formations qui rentrent dans ce cadre RSE. On a aussi, par exemple, des challenges mobilité. Au mois de mai, venir en vélo. Voilà, on se fait challenger comme ça. Il y a aussi la prise en charge, frais de transport à 50% quand on prend les transports en commun pour venir en agence. Les imprimantes, on a réduit le nombre d'imprimantes. Où avant, on avait les imprimantes dans les bureaux. Maintenant, on n'a que les imprimantes collectives. Donc oui, c'est quelque chose qui est très important pour l'entreprise. C'est une de ses valeurs. Alors, le bien-être de la planète, c'est bien. Mais le bien-être de collaborateur lui-même, c'est bien aussi. Est-ce que c'est un métier où on fait attention à soi? Oui, et où l'entreprise fait attention à nous aussi. 2 fois par an, on est sollicité par une grande enquête sur la qualité de vie au travail. Tout est analysé afin de répondre à nos besoins, à ce qu'on se sente le mieux possible dans l'entreprise. Il y a par exemple, on peut avoir des aidants familiaux, on a des collègues qui peuvent être aidants familiaux. Leur emploi du temps peut être adapté en fonction aussi de ces besoins-là. France Travail a ce qu'on appelle une team athlète de haut niveau qui permet en fait à ses salariés de pouvoir se détacher et pouvoir préparer leurs différentes compétitions
Par exemple, on a plusieurs qui ont été qualifiés au niveau des JO. Oui, il y a des choses au niveau RSE qui sont mises en place pour que leur emploi du temps soit adapté et leur permette de vivre leur passion sportive pleinement. C'est super. Et est-ce que le fait d'être assez souvent assis quand même, vous avez des adaptations pour ne pas s'exploser le dos par exemple ou ne pas rester trop longtemps assis? Oui, bon alors déjà, nous, de nous-mêmes, on essaie de bouger au maximum, mais sinon, si on parle purement en termes matériels, il peut y avoir des fauteuils adaptés, on a des écrans qu'on peut surélever ou régler les luminosités, par exemple. On a beaucoup d'ordinateurs portables, donc plutôt que de se baisser comme ça là, pour regarder l'écran, on a de quoi les surélever pour pouvoir les avoir à bonne hauteur. Donc oui, le bien-être physique aussi de l'agent est pris en considération. Est-ce qu'au-delà des sièges adaptés, vous avez d'autres actions là-dessus? Oui, on a un service qui est dédié à la qualité de vie et aux conditions de travail, avec par exemple des ergonomes qui passent régulièrement pour voir nos bureaux, comment on travaille pour adapter au mieux pour nous. Après, c'est vrai que l'entreprise fait pas mal de prévention, c'est quelque chose auquel il s'attache vraiment sur nos conditions de vie de travail pour les améliorer sans cesse. On va parler d'un sujet qui est d'actualité, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle a un impact sur ton métier de conseiller emploi? Oui, ça a un impact, mais ça remplacera jamais l'humain. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui sont maintenant dématérialisées, qui se font par ordinateur, mais ça remplacera jamais l'expertise humaine dont on a besoin ici à France Travail pour l'accompagnement des demandeurs. Donc ça remplacera jamais le conseiller, on est d'accord, mais ça peut peut-être l'aider et le soulager sur certaines tâches. Oui, les tâches répétitives, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un travail qui a quand même une grosse part administrative. Donc c'est vrai que l'IA nous accompagne là-dessus afin que nous, on puisse se recentrer sur notre cœur de métier qui est l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des entreprises. On va parler accessibilité du métier de conseiller emploi par rapport aux différents handicaps. Donc je vais te citer des handicaps ou des pathologies ou des troubles. Et l'idée, c'est que tu me dises si avec cette pathologie, ce trouble ou ce handicap, le métier est possible, impossible ou possible avec des adaptations, si oui lesquelles, même si elles n'existent pas encore, mais qui pourraient être mises en place. On va commencer par le très classique handicap moteur, puisque c'est celui auquel les gens pensent le plus souvent. Est-ce que c'est possible en ayant un handicap moteur d'être conseiller emploi? Oui, il n'y a pas de souci parce qu'après, les bureaux peuvent être adaptés. Toutes nos agences sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, que ce soit d'ailleurs des usagers ou bien des collaborateurs, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Si je te dis handicap auditif? On a déjà un applicatif qui existe qui nous permet d'accompagner les demandeurs qui ont des problèmes auditifs. Donc c'est complètement adaptable pour un futur collègue qui aurait des problèmes auditifs. Dans certaines agences, on a des collègues qui ont ce handicap et qui travaillent en parfaite autonomie. Si je te dis handicap visuel? Oui, alors après en besoin de compensation, ce serait là on est plus sur les écrans en général. Oui, c'est complètement adaptable. On parlait tout à l'heure d'ergonomes. On fait passer aussi des personnes qui peuvent apporter le matériel adapté afin que nos collègues puissent travailler en toute, encore une fois, autonomie, sans souci. Par exemple, on a un collègue qui travaille en appui au sein d'une agence et dont les tâches du poste ont été totalement adaptées à son handicap visuel. Si je te dis le trouble 10, dyscalculie, dyslexie, dysorthographie, est-ce que c'est gênant ou pas dans ton métier? Par exemple, dans les troubles 10, on peut avoir ceux qui peuvent utiliser une calculatrice ou des claviers adaptés afin qu'ils puissent compenser leurs troubles 10 dans leur métier. Si je te dis hyperactivité? Oui, c'est possible. Au lieu d'avoir une chaise, d'avoir un ballon. Après, ça va dépendre des personnes et de leurs besoins et au niveau de la compensation. Mais oui, sur le principe, il n'y a pas de souci. Je pense à une chose, un hyperactif, ça a besoin d'aller se dépenser. Est-ce que, par exemple, c'est possible d'aller courir sur la pause du midi? Oui, bien sûr. Donc c'est une bonne alternative si on est hyperactif, d'aller se défouler entre midi et 2, puis après on revient, on est plus calme et plus apte à travailler. Voilà, c'est ça. On peut prendre son short, ses baskets et le midi... aller se faire son petit marathon, il n'y a pas de souci. Si je te dis TDAH, donc le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc là ça va être une difficulté à rester focus longtemps sur une même tâche, est-ce que c'est possible de faire ton métier? Oui, parce que on a tellement d'activités variées que oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Si je te dis hypersensibilité, donc c'est-à-dire le fait de ressentir les choses plus fortement, est-ce que ça peut être gênant dans ton métier? Ça peut être
quelque chose à prendre en considération avant de vouloir se lancer dans ce métier. Parce qu'on rencontre des situations de vie des personnes qui viennent qui peuvent nous toucher fortement. On peut avoir aussi certains moments un peu d'agressivité en face de nous. Je ne dirais pas qu'être hypersensible, c'est rédhibitoire. Parce qu'il y a toujours des solutions, on peut en parler avec le collectif, ce qui va nous permettre aussi avec le temps, l'expérience, de savoir prendre le recul nécessaire. Mais il faut savoir quand même qu'on a un contexte où il y a des possibilités aussi de rencontrer parfois des discours prenants et aussi parfois des fortes tensions. Vaut mieux apprendre à gérer ses émotions en quelque sorte. Oui, même si encore une fois ça s'apprend. On parlait de cursus de formation tout à l'heure, il y a des formations qui existent pour ça. On peut se faire aussi accompagner pour dans notre pratique, dans notre métier, pouvoir prendre ce que je vais appeler ce pas de recul pour éviter de prendre les choses personnellement. Alors on va parler de deux troubles restants, donc c'est le trouble du spectre autistique et c'est le HPI, donc le haut potentiel intellectuel, qui n'est officiellement pas considéré comme un handicap, mais qui est quand même un petit peu handicapant sur les codes sociaux qu'on n'a pas forcément toujours. On va parler de ces deux handicaps par rapport à l'aspect des hyperesthésies. Donc une hyperesthésie, c'est un des 5 sens qui est plus développé. Est-ce que le métier de conseiller emploi, c'est un métier qui est très bruyant pour quelqu'un qui, par exemple, a une hyperesthésie auditive? Ça va dépendre encore dans quel contexte. Si on est dans un contexte de réunion d'information collective, effectivement, ça peut être quelque chose de très bruyant. Mais par conséquent, c'est une activité qu'on peut adapter à l'emploi du temps de la personne. Quand on parle, par exemple, de forte sensibilité à la lumière, moi, je connais des collègues où, du coup, dans leur bureau, c'est juste une lampe qui est là, on n'allume pas le plafonnier. J'ai déjà vu des collègues mettre une affiche en haut pour pas que le néon du couloir tape sur le bureau. Donc oui, c'est totalement adaptable par rapport à cela. Super, donc tu as répondu pour les hyperesthésies visuelles également. La deuxième caractéristique par rapport à ces deux handicaps, ça va être le côté routinier. Donc la personne ayant le trouble du spectre autistique, plutôt sur un aspect justement avoir besoin de routine et d'être rassuré, de faire régulièrement les mêmes choses. Et de l'autre côté, le HPI qui déteste la routine et qui a besoin d'être stimulé intellectuellement et challengé. Est-ce que c'est possible de faire ce métier par rapport à l'aspect routine ? Oui, parce que encore une fois, en ayant connaissance en amont de ce besoin-là de routinier, on peut adapter les activités, les tâches prévues dans le poste pour une personne. Donc oui, c'est quelque chose qui est possible. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour transcender un petit peu les tâches classiques, on va dire? Oui, alors on a ce qu'on va nous appeler des dossiers transverses, c'est-à-dire c'est des dossiers que l'on porte sur des secteurs d'activité. Ça peut être sur le bâtiment, l'hôtellerie-restauration, le tourisme. C'est tous des dossiers qui peuvent être portés par les conseillers et qui cassent la routine pour ceux qui en ont besoin. Ça peut être aussi des accompagnements sur des formations, là dans le sens où on accompagne les organismes de formation au démarrage, au milieu, à la fin de la formation. On est là à ce moment-là, on est même en amont au niveau de ce qu'on va appeler le sourcing, donc pour que les personnes puissent aller au niveau des formations. Donc il y a aussi cette possibilité pour les personnes qui le souhaitent de casser la routine. Écoute, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Rendez-vous également sur les autres contenus, donc la vidéo principale de 4 minutes 30, la quinzaine de vidéos format TikTok et surtout pour le live questions-réponses où notre professionnel sera à disposition pour répondre à toutes vos questions. On se dit à bientôt pour le prochain test métier.